Alors, prise en charge des syndromes myélodysplasiques, donc il y a certaines choses qui ont déjà été dites et sur lesquelles je vais passer un petit peu plus vite, notamment sur le bilan initial qui est indispensable. Merci. À but diagnostique, pronostic et thérapeutique. Donc je ne reviens pas sur ce qui vous a été dit précédemment. Il faut juste comprendre que toute la stratégie thérapeutique des myélodysplasies va reposer sur le diagnostic initial, sur la classification OMS et sur le score IPSS dont on vous a parlé, puisqu'en fait, vous allez voir que pour le clinicien, les syndromes myélodysplasiques, c'est quand même un groupe qui est relativement hétérogène. Ça va aller de patients pour lesquels on va juste surveiller à des patients qui vont avoir des traitements actifs, voire des allogreffes. Et donc, en gros, voilà, les éléments indispensables, c'est ça. Donc, le myélogramme, la cytogénétique, la coloration de Pearce. Et avec ça, on a l'ensemble des classifications diagnostiques et thérapeutiques et pronostiques qui vont nous intéresser. Donc, en gros, alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on sait très bien et depuis longtemps que la survie des patients dépend de la survie des patients et l'évolution et le risque d'évolution en leucémie aiguë dépend de cette classification. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites il y a très très longtemps, hein, c'était au moment de la classification IPSS, et donc ça fait appel aux anciennes classifications, anémie réfractaire avec sidéroblaste temporeuse, etc. Et on voit très bien que la survie n'est pas la même, surtout chez des patients âgés. Il y a un pointeur ou pas? Au milieu, ouais. Et la survie n'est pas du tout la même dans les anémies réfractaires simples et dans les anémies réfractaires avec excès de place qui sont là. On voit que la médiane de survie est très courte, de l'ordre de moins d'1 an. Et chez les patients qui ont une anémie réfractaire simple, l'évolution leucémie aiguë, elle est, comme vous le voyez, quasiment inéluctable chez ces patients qui ont un excès de blast, et elle est beaucoup moins fréquente chez les patients qui ont une anémie réfractaire simple. Et donc, ça, c'est corrélé à la classification, mais bien sûr également directement au pourcentage de blast médulaire, et de façon un petit peu plus tardive, l'identification de cytogénétiques anormales différentes, et pour certaines qui sont bonnes, d'autres qui sont intermédiaires et d'autres qui sont mauvaises. Donc on va revenir, alors c'est après, donc sur cette classification IPSS pour laquelle je vais juste m'attarder un tout petit peu, on va y revenir parce que elle est vraiment déterminante pour nous. Donc c'est un score, alors je vous rassure, en fait, il y en a qui arrivent à le retenir de tête, mais on a toutes des petites calculettes en fait sur le téléphone pour rentrer les scores directement. Donc ça accorde un point différent en fonction du pourcentage de blast médulaire. Donc moins de 5% de blast, 0 points, jusqu'à 2 points lorsque le chiffre de blast est de 21 à 30%. Alors ça, c'est maintenant des pathologies classées dans les leucémies aiguës. C'était à l'époque en fait des classifications où l'arrêt T avec 20 à 30% de blast médulaire existait encore. La cytogénétique, à l'époque de l'IPSS, il y avait trois groupes cytogénétiques, soit bons, soit intermédiaires défavorables. Alors pareil, je les ai listés là, mais c'est vrai qu'à force, elle était encore relativement simple, cette classification cytogénétique. Le bon karyotype, c'était le karyotype normal, la délétion 5Q dont on vient de parler isolée, la délétion 20Q isolée ou la monosomie Y. Les anomalies défavorables, c'était des karyotypes complexes avec plus de 3 ou plus anomalies, ou des anomalies du chromosome 7, et le karyotype intermédiaire, c'était tout le reste. Voilà, donc en fait, une cytogénique de bon pronostic, 0 points, défavorable, 1 point. Et le nombre de cytopénies, soit on a 0 ou 1 cytopénie, soit on a 2 ou 3 cytopénies. Et les cytopénies, effectivement, c'était hémoglobine moins de 10 grammes, polynucléaire à moins de 1800 et plaquettes à moins de 100 000. À l'issue de ce score, on avait un score en fait qui était réparti de 0 à plus de 5 en fonction des points. Et on a deux groupes. Globalement, ça va nous permettre de classer les patients myélodysplasie de haut risque et de bas risque en fonction des points, puisque tout ce qui est IPSS bas ou intermédiaire 1 va être classé en SMD de bas risque, et tout ce qui est IPSS intermédiaire 2 ou haut va être classé en SMD de haut risque. Et vous voyez avec des médianes de survie qui seront très discriminantes, puisque dans un SMD de bas risque avec un IPSS à 0, la médiane de survie est de 6 ans, ce qui est pas mal pour des patients d'âge moyen de plus de 70 ans, alors que dans les SMD de très haut risque, la médiane de survie elle est à moins d'1 an. Et donc effectivement, ça va complètement modifier nos façons de traiter les patients. Donc la survie elle est là pour les groupes IPSS du plus bon au plus mauvais. Vous voyez que là on a des courbes de survie qui chutent très rapidement, et la survie sans évolution leucémique, même chose. On a aussi la même chose sur l'évolution en leucémie aiguë. L'évolution en leucémie aiguë, bien entendu, beaucoup plus fréquente dans les myélodysplasies de haut risque. Le score IPSS révisé, alors on va dire qu'il est, diversement utilisé. Il est un peu plus complexe, donc là la calculette est vraiment obligatoire. Alors
Pourquoi est-ce qu'on a fait un score IPSS révisé? Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on a découvert d'autres groupes cytogénétiques et donc du coup, on a subdivisé encore les groupes, les facteurs de risque, les groupes à risque cytogénétique jusqu'à obtenir 5 sous-groupes cytogénétiques. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, personnellement, je ne me rappelle jamais par cœur. Il y a les groupes très favorables, favorables, intermédiaires, défavorables et très défavorables. Il y a plusieurs niveaux de blastose médulaire, pas seulement 0 à 5, 5 à 10 ou plus, c'est inférieur à 2, 2 à 5, 5 à 10 ou à plus de 10%. Les niveaux de cytopénie se sont modifiés. On a 3 catégories, on a plaquettes moins de 50 000, 50 à 100, supérieur à 100, hémoglobine à moins de 8, entre 8 et 10 et supérieur à 10, et la neutropénie à moins de 0,8 giga par litre. Donc elle est utilisée, je dirais, pour l'instant de façon complémentaire. Je ne sais pas quelles sont vos pratiques courantes. En général, on calcule les deux, mais la plupart du temps, ça ne pose pas de souci. Par contre, ça va être intéressant pour des patients qui ont des scores. Il y a certains patients qui ont des scores IPSS qui restent bas, mais qui sont un petit peu limite, intermédiaire 1, et qui peuvent basculer en IPSS défavorable lorsqu'on utilise l'IPSS révisé. Pour des patients pour lesquels on a des petites hésitations sur le traitement, ça peut nous permettre de basculer dans un ou deux des traitements, sur l'un ou l'autre des traitements plutôt bas risque ou plutôt haut risque. Voilà, donc je ne sais pas si cette IPSS révisée va être utilisée de façon large. C'est vrai que de façon nous très rapide, on utilise souvent encore l'IPSS, mais voilà, il est aussi très discriminant, bien entendu, sur la survie et l'évolution en leucémie aiguë. Il y a un autre score là qui a été à la mode pendant un temps, mais alors qui est complètement passé de mode et qu'on n'utilise plus. Mais en fait, le seul intérêt de ce score, c'est de montrer qu'il y a aussi probablement un critère dynamique qui n'intervient pas. Le score IPSS, c'est un score au diagnostic ou à chaque réévaluation médulaire ou à chaque évolution de la maladie. Par contre, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que il y a d'autres critères qui peuvent intervenir, et notamment la notion de transfusion-dépendance. Ça, c'est des courbes de survie chez des patients qui sont transfusion-dépendants, des patients qui sont transfusion-dépendants, des patients qui sont transfusion-indépendants. Et donc, ce score avait été présenté comme quelque chose qui était peut-être un petit peu plus poussé pour affiner le pronostic des patients, en incluant la nécessité de transfusion, oui ou régulière. Régulière, dans mes souvenirs, c'était au moins 2 kilos tous les mois ou quelque chose comme ça. Enfin, 4 kilos sur les 8 dernières semaines. Et donc, ça faisait des scores qui étaient aussi relativement discriminants, mais ce score WPSS, très honnêtement, n'est quasiment pas utilisé par les cliniciens, même si effectivement, ben voilà, les courbes de survie sont aussi très différentes. Alors, donc, se rappeler bien que sur le plan clinique, les syndromes myélodysplasiques sont un groupe de pathologies très hétérogènes et que les objectifs thérapeutiques vont être complètement différents selon qu'on a affaire à une myélodysplasie de bas risque et de haut risque. Dans les myélodysplasies de bas risque, où le problème n'est finalement pas trop la survie, parce que c'est des patients qui vont avoir une survie relativement correcte, qui peuvent se présenter quelquefois avec des cytopénies isolées. Là où l'évolution leucémique n'est pas très, le risque d'évolution leucémique n'est pas très important, ce qu'il va falloir faire, c'est corriger les cytopénies pour améliorer la qualité de vie. Et donc, l'objectif principal du traitement, ça va être d'améliorer les cytopénies. Et en revanche, dans les myélodysplasies de haut risque, vous avez vu que dans les myélodysplasies qui ont les scores IPSS les plus hauts, la médiane de survie peut être à moins d'1 an. Donc là, la priorité, ça va surtout être d'empêcher l'évolution leucémique et d'empêcher l'acutisation et la transformation en leucémie aiguë. Donc d'améliorer la survie chez ces patients. Donc sur le traitement des myélodysplasies de bas risque, pour la première partie, on va traiter l'anémie, la thrombopénie, la neutropénie. Vous allez voir que on va se focaliser surtout sur le traitement de l'anémie parce que le traitement de la thrombopénie, de la neutropénie, est rarement nécessaire en pratique clinique. Le traitement de l'anémie, donc les différentes possibilités dont on dispose actuellement. Un support transfusionnel simple avec une prévention de l'hémochromatose post-transfusionnelle. L'utilisation d'EPO, dont on va parler après, l'énalidomide, qui est une molécule qui n'a pas l'AMM dans cette indication, mais qui donne des résultats intéressants. La possibilité d'utiliser les agents déméthylants, là on est encore sur quelque chose qui est hors AMM, mais je vais vous en parler. Et les nouvelles molécules qui vont arriver, qui ne sont pas encore disponibles, mais qui sont relativement prometteuses chez les patients qui sont réfractaires au traitement par EPO. Le support transfusionnel, très rapidement, on transfuse des fluides globulaires pour un seuil que la plupart des gens transfusent à moins de 8 grammes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des efforts qui sont faits depuis quelques années pour dire qu'il faut relever le seuil transfusionnel de nos patients. On le fait de façon très naturelle en fonction des comorbidités et de l'âge des patients et de la tolérance de l'anémie. Donc il arrive qu'on transfuse des patients à 9 ou 10 grammes. Mais c'est vrai que de plus en plus, on sait que la qualité de vie chute notoirement chez les patients à moins de 10 grammes d'hémoglobine et que peut-être il faudrait changer un peu nos habitudes. Et il y avait des recommandations pendant un temps pour essayer de maintenir un seuil d'hémoglobine à plus de 10 grammes qui sont toujours valables,
mais qui sont la plupart du temps non appliquées dans les services d'hématologie. On ne va pas en parler plus de la transfusion. En revanche, quelque chose qui est important et qui est quelquefois négligé, c'est la prise en charge de l'hémochromatose post-transfusionnelle. L'hémochromatose post-transfusionnelle, en fait, dans certaines myélodysplasies, c'est la première cause de mortalité, c'est pas l'évolution leucémique. Je pense notamment aux anémies réfractaires sidéroblastiques qui développent des surcharges en fer importantes. Et donc, comme on est sur des myélodysplasies qui vont avoir de faibles risques d'évolution leucémique et des patients qui vont vivre plusieurs années, le développement d'une hémochromatose post-transfusionnelle va accroître la mortalité et également la morbidité chez les patients qui vont être très fatigués, qui vont avoir des atteintes hépatiques ou cardiaques. On sait aussi que chez les patients qui sont bien chélatés, qui ont un chiffre de ferritine bien contrôlé, on a un avantage de survie. Alors ça n'a jamais été observé de façon prospective, mais ce qui s'en sort sur des enquêtes qui ont été faites chez des patients polytransfusés. Et il y a même des études qui ont montré que lorsque les patients étaient bien chélatés, on pouvait améliorer les cytopénies des syndromes myélodysplasiques. Et donc les recommandations, c'est le taux de ferritine chez un patient transfusé, bien entendu, tous les 3 mois, de débuter un traitement chélateur du fer lorsque la ferritine commence à être supérieure à 1000 à 1500 nanogrammes par ml, ou chez des patients qui ont reçu plus de 20 concentrés érythrocytaires, ça fait seulement que 10 transfusions, donc ça va assez vite, puisqu'on sait que ces patients ont déjà une surcharge en fer qui est déjà significative. Bien entendu, on va proposer ce traitement chélateur chez des patients qui ont un relativement bon pronostic, c'est-à-dire faire une chélation chez un patient qui a une espérance de vie de 6 mois, chez lequel vous allez faire aucun traitement, ça n'a aucun intérêt, c'est-à-dire un score IPSS faible ou intermédiaire 1, ou un IPSS plus haut si vous mettez en place un traitement actif, c'est-à-dire quelqu'un qui a un IPSS haut mais chez lequel vous espérez avoir un traitement qui va être efficace, ça peut être intéressant, notamment si on utilise un traitement par agent déméthylant ou si on part sur un projet d'allogreffe, c'est très important. Ce traitement est à poursuivre tant que la surcharge en fer persiste, sauf si d'entre eux le pronostic devient favorable et que vous êtes sur un traitement palliatif à très court terme. Voilà, intérêt dans le suivi des IRM hépatiques et cardiaques pour guider la chélation. Honnêtement, on le fait vraiment que chez les gens les plus jeunes, je ne le fais pas chez les gens les plus âgés, pour guider le traitement chélateur. Les possibilités de traitement, c'est le traitement classique qui est connu, le Desferal, qui a un inconvénient majeur. Le Desferal, c'est de la voie sous-cutanée continue par infuseur. Donc en fait, c'est une période de 8 à 12 heures. Donc je marque la nuit, mais ça peut être fait dans la journée. 8 à 12 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc c'est quelque chose qui passe par pompe en sous-cutané. C'est quelque chose qui est quand même très, on va dire, pour la qualité de vie qui est pas parfait, qui prend du temps et puis qui est très contraignant. Une alternative qui est le traitement par déferazirox, qui est un traitement PEROS, qui n'est pas toujours très bien toléré sur le plan digestif, donc ça peut poser pas mal de soucis chez les patients âgés, qui nécessite de surveiller le bilan hépatique et la fonction rénale, avec souvent des petites majorations de la créatinine qui peuvent donner des petits soucis chez les patients les plus fragiles, avec voilà, très bientôt une nouvelle forme de déferazirox qui va sortir, donc on espère que ça va améliorer la tolérance digestive, mais c'est pas certain. Et donc on a le choix entre ces deux traitements. Alors normalement le Ligjad, le déferazirox est indiqué qu'en cas d'intolérance ou d'inefficacité de la déferoxamine, le Desferal c'est en deuxième ligne. Je dois vous avouer que sur la plupart des services d'hématologie, il est utilisé en première intention compte tenu de sa facilité d'utilisation en traitement PEROS. Voilà, donc sur l'hémochromatose transfusionnelle, pas plus, mais c'est important d'y penser parce que nos patients myélodysplasiques sont souvent des patients qui viennent se faire transfuser très souvent en hôpital le jour, qui ne sont pas vus souvent par le référent ou alors de façon très espacée. Et quand les patients viennent pour une transfusion, on oublie souvent de surveiller la ferritine. Le traitement par EPO. Donc le traitement par EPO, on sait déjà depuis pas mal de temps que ça marche. Alors normalement, schématiquement, toutes les myélodysplasies ne sont pas candidates à un traitement par EPO et l'indication normalement recommandée, c'est des myélodysplasies de bas risque si l'hémoglobine est à moins de 10 grammes et si le PO endogène n'est pas. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on sait que le taux de PO endogène est prédictif de la réponse au traitement par EPO. Quand on a un taux de PO endogène haut, on a beaucoup moins de chances de répondre au traitement par EPO. Il y a même des scores qui existent pour prédire le pourcentage qu'on peut espérer de réponse à l'EPO. Sur le plan pratique, même si ça, ce sont les recommandations, je pense que quasiment tout le monde dans une myélodysplasie de bas risque qui commence à passer à moins de 10 grammes va commencer un traitement par EPO. Au tout début, on faisait tous le dosage de PO endogène, on le fait de moins en moins parce que même chez des patients qui ont un risque un peu important de répondre à l'EPO, même si le risque est de 10 ou 15%, pour le patient ça peut changer. Puis pour les autres, vous faites 3 mois, puis ça ne marche pas, vous arrêtez. Et voilà, on peut faire toujours cette période de 3 mois test pour évaluer quels sont les patients répondeurs.
Ce traitement se fait par injection sous-cutanée une fois par semaine. Bon, on ne va pas revenir sur les problèmes d'AMM, ce n'est pas le problème. Il n'y a pendant très longtemps pas eu d'AMM pour ces produits. Maintenant, il y en a certains qui vont l'avoir, pas tous. Mais globalement, toutes les EPO se valent. Je ne peux pas vraiment dire qu'il y a une EPO qui soit très très supérieure. C'est plus une question de dose. Et pour des myodysplasies de bas risque, on a à peu près 60% de répondeurs. Alors le bénéfice attendu de ce traitement par EPO, déjà en fait il y a des études qui ont été faites, ce sont des études rétrospectives et de cohortes, donc ça vaut ce que ça vaut, mais qui par rapport à des cohortes en fait, de myodysplasie qui avaient vraiment des caractéristiques comparables, montrent que les patients répondeurs à l'EPO ont une survie qui est meilleure que les patients qui ne sont pas répondeurs à l'EPO. La deuxième chose, bien sûr, à but d'épargne transfusionnelle, ça améliore la qualité de vie parce que si vous maintenez votre patient en permanence entre 10 et 12 grammes d'hémoglobine, c'est plus agréable que de descendre à 8 grammes, d'être transfusé, de remonter à 11 grammes et puis de se retrouver la moitié du temps à moins de 10 grammes. Ça limite bien entendu l'hémocomatose post-transfusionnelle et donc bénéfice sur la survie globale en sachant que la réponse au traitement par EPO a un temps, c'est-à-dire qu'en général la réponse à l'EPO moyenne c'est 18 mois à 2 ans. 2 ans et demi, je ne sais plus exactement, mais qu'on ne répond pas à l'EPO de façon définitive. Maintenant, il y a des patients qui sont très longs répondeurs à l'EPO. Pas d'effet délétère en fait sur l'EPO, c'est un traitement qui est très bien supporté. La seule chose importante, c'est l'hémoglobine cible à ne pas dépasser. C'est-à-dire que si vous faites remonter, il y a des patients qui de temps en temps sont très sensibles à l'EPO. Et si ces patients-là, si vous ne faites pas attention à bien monitorer les 2-3 premiers mois de traitement, et si votre hémoglobine remonte plus de 2 grammes toutes les semaines, ou si l'hémoglobine remonte trop haut, ça donne un risque thrombotique accru. Donc il faut faire un petit peu attention si ces patients âgés. On a plus souvent le problème inverse de patients qui répondent mal ou pas assez à l'EPO que des patients très sensibles, mais ces patients-là existent en fait, avec des patients qui peuvent passer de 8 grammes à 11 grammes d'hémoglobine en 15 jours. Alors, en alternative à l'EPO, on donne un traitement par EPO, soit le traitement par EPO ne marche plus, soit le traitement par EPO ne marche pas du tout. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? En AMM, on n'a rien, en fait. C'est-à-dire qu'en alternative au traitement de l'anémie des myodysplasies, actuellement, on n'a aucun produit commercialisé. Par contre, on a des possibilités, on sait que le traitement par l'énalidomide peut être intéressant. Le lénalidomide, en fait, on sait depuis 10 ans que ça marche dans l'entité dont on a parlé, qui sont les syndromes myodysplasiques, c'est les syndromes 5Q-. C'est une publication qui date maintenant de 2006, où ça avait testé dans ces myodysplasies 5Q-. Et on avait des réponses érythroïdes, des réponses donc, sur l'augmentation du taux d'hémoglobine chez 76% des patients qui avaient ces myodysplasies avec syndrome 5Q-. Et ça permettait 67% d'indépendance transfusionnelle chez les patients qui étaient transfusion dépendants, avec des réponses qui par ailleurs étaient prolongées, beaucoup plus prolongées en général que les traitements par EPO. Et donc en fait l'idée ça a été de le tester chez les patients qui dépassent 5Q-, chez tous les patients myodysplasiques. Excusez-moi, ça c'était la première étude qui a été faite dans les 5Q-, et après il y a eu l'étude MDS04, là qui était testée versus placebo et qui a confirmé effectivement que c'était une molécule très efficace puisqu'on avait 56% d'indépendance transfusionnelle chez les patients qui étaient sous l'énalidomide à 10 mg versus 6% dans le bras placebo. Donc l'idée après, ça a été essayer de l'essayer dans des myodysplasies de bas risque qui n'avaient pas le syndrome 5Q-, qui étaient en échec ou en échec au traitement par EPO. Donc comme le lénalidomide a quand même une certaine effet toxique, notamment c'est un médicament qui peut être cytopéniant, qui peut, en tout cas dans le myélome, augmenter un peu le risque thrombotique, même si ce n'est pas quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les myodysplasies, mais ça peut faire baisser, ça peut induire des leuconeutropénies, des thrombopénies. Pas toujours facile à manier lorsqu'il y a une insuffisance rénale. Les patients à qui on l'a proposé étaient sélectionnés, c'était une étude du groupe français des myodysplasies. C'était des patients qui étaient réfractaires à l'EPO après au moins 3 mois de traitement bien conduit, avec des doses suffisantes d'EPO, qui étaient beaucoup transfusés, c'est-à-dire qu'on ne le faisait pas quand les patients avaient besoin de 2 kg 2 fois par an. C'était des patients qui étaient transfusés d'au moins 2 kg par mois pendant 2 mois consécutifs, donc au moins une transfusion tous les mois. Et chez ces patients-là, en fait, l'étude a été faite avec l'énalidomide plus ou moins EPO. Donc, il y avait certaines données in vitro qui pensaient que le lénalidomide pouvait potentialiser l'efficacité de l'EPO, donc on a mis les deux. Et on a eu des réponses érythroïdes, c'est-à-dire des réponses sur l'augmentation de façon significative du taux d'hémoglobine, chez 23% des patients dans le groupe
l'énalimide seul et 39% dans le bras l'énalimide plus EPO, donc une efficacité qui était quand même relativement nette, avec indépendance transfusionnelle chez 14 et 24% des patients. Et par contre, une durée médiane de réponse qui peut être un peu décevante, qui peut être de 15 mois. Mais quand un patient est transfusé tous les mois, même avoir 1 an ou 2 ans d'indépendance transfusionnelle, ça peut toujours être intéressant. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ces patients-là? C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas d'AMM pour le lénalidomide. Il n'est pas certain qu'on en aura dans cette indication, parce que, pour des raisons plus liées à la firme qui le commercialise. Compte tenu de cette liste il y a plusieurs études qui ont été publiées sur l'intérêt du lénalidomide, et je pense que c'est vraiment un traitement, et c'est ce que commencent à faire la plupart des services, qui peut être proposé dans ces indications particulières. Des patients qui sont réfractaires au traitement par EPO, chez lesquels vous n'avez pas peur de la toxicité du Revlimid, c'est-à-dire que si un patient a une insuffisance rénale, est très vieux, très âgé, très fragile, c'est peut-être pas la peine d'insister, il vaut mieux le laisser avec ses transfusions. Un patient qui est polytransfusé, qui a au moins 2 kilos tous les mois, qui ne répond pas à l'EPO, ça peut être une tentative de traitement qui est intéressante. Il n'y a pas d'AMM, mais bien entendu on peut le prescrire puisqu'il a l'AMM dans d'autres maladies hématologiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dehors pour le traitement de l'anémie, en dehors du lénalidomide? Alors il y a ces fameux agents déméthylants dont je vous parlerai un petit peu plus dans les myélodysplasies de haut risque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'agent déméthylant en fait, qui est utilisé en France, c'est l'azacitidine. L'azacitidine, en fait, il a l'AMM aux États-Unis dans les myélodysplasies de bas risque, mais en France, il ne l'a que dans les myélodysplasies de haut risque. Donc même chose, je vous en parle dans le traitement de l'anémie, mais c'est encore quelque chose qui est hors AMM. Il y a une étude qui a été également faite par le GFM, sur exactement le même schéma que l'étude avec le lénalidomide. On a pris des patients qui étaient réfractaires à l'EPO, transfusés, et ils ont été traités par azacitidine plus ou moins EPO. Et là, les taux de réponse sont moins intéressants. Il y a des taux de réponse globales qui sont environ 30% chez ces patients qui sont réfractaires au traitement par EPO et 15% environ d'indépendance transfusionnelle. Il y a plusieurs études qui ont des chiffres à peu près similaires. Et là, en fait, le fait de rajouter ou pas de l'EPO n'a aucun intérêt. Donc autant avec le Revlimid, le lénalidomide c'est intéressant, autant avec l'azacitidine moins. Donc là, bon, c'est un peu plus discutable. L'azacitidine a quand même aussi une toxicité hématologique relativement importante. Il y a des risques infectieux avec ce médicament. Et donc, pareil, peut-être à envisager en hors AMM dans une population qui est quand même très sélectionnée. Voilà, et qu'est-ce qu'on va avoir pour la suite? Je pense que ça, c'est ce qui va être le plus intéressant pour nous. En fait, il y a des nouveaux agents stimuleurs de l'érythropoïèse qui arrivent, qui sont testés dans les thalassémies notamment, qui sont pour le plus intéressant luspatercept, qui n'agissent pas tout à fait de la même façon que l'EPO, et donc qui, chez des patients dans les premières études qui sont réfractaires au traitement par EPO, ou qui échappent, montrent plus de 60% de taux de réponse, avec 60% de réponse avec indépendance transfusionnelle chez les patients qui sont en échec d'EPO. Donc des taux qui sont plus intéressants même que celui que je vous ai montré avec le lénalidomide, même si ce n'est pas des études bien entendu comparatives, et qui seront en sous-cutanée toutes les 3 semaines, donc qui ne sont pas très compliqués d'administration et qui ont l'air de ne pas avoir de toxicité particulière. Donc il y a des protocoles qui sont en cours, mais j'espère qu'effectivement pour ces patients-là, on devrait, en tout cas j'espère un jour, on va les avoir rapidement et surtout avoir une AMM pour ces produits-là. Donc ça c'est un petit peu le produit qui va sûrement passer en deuxième ligne après l'EPO lorsque les patients ne répondent plus ou échappent au traitement par EPO. Voilà, pour le traitement de l'anémie, c'est tout. On va passer assez rapidement sur le traitement de la thrombopénie, de la neutropénie, parce que c'est rarement des choses qui posent souci. Alors c'est vrai que le traitement de la thrombopénie, il est rarement nécessaire. Il est rarement nécessaire, pourquoi? Parce que bon, on n'a pas toujours des patients qui ont des thrombopénies profondes. Aussi, les thrombopénies sont profondes. La thrombopathie associée n'est pas très fréquente dans les myélodysplasies. Et c'est souvent des patients qui ne saignent pas, même quand ils sont en permanence à moins de 10 ou 20 giga par litre. Par ailleurs, on sait que si on fait de la transfusion prophylactique, c'est-à-dire sur chiffre plaquettaire, vous pouvez transfuser les patients toutes les semaines. S'ils sont à moins de 20 000 plaquettes, vous transfusez toutes les semaines ils sont à moins de 20 000 plaquettes. Et donc on a des risques d'alloimmunisation et donc d'inefficacité rapide des transfusions plaquettaires. Donc les recommandations, c'est des patients qui sont premièrement porteurs d'une thrombopénie profonde, et qui présente un syndrome hémorragique clinique. La clinique prime, c'est votre patient, il a un syndrome hémorragique clinique, on va le traiter, le transfuser en curatif, mais certainement pas en prophylactique sur le seul chiffre plaquettaire.
bien entendu en dehors d'une chirurgie prévue, d'une chimiothérapie en cours, c'est-à-dire que quand vous faites un traitement à un patient qui a une myélodysplasie, qu'il avait habituellement 80 000 plaquettes et qui passe à 10 000 plaquettes, là on va le transfuser en prophylactique comme on ferait lors d'une chimiothérapie. Mais en dehors de cette situation-là, chez la grande majorité des myélodysplasies, notamment de bas risque, on ne fait pas de transfusion plaquettaire. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a un patient qui est très thrombogénique et qui saigne? C'est rarement nécessaire. Les possibilités de traitement, bientôt on a une alternative à la transfusion plaquettaire qui n'est pas un traitement en soi. Le traitement en soi, c'est si on peut faire remonter les plaquettes, c'est encore mieux. Il y a les vieux traitements en fait, qui existaient déjà lorsque nous étions tous internes, je pense. Les androgènes et la disulone, c'est des médicaments qui étaient aussi utilisés pendant un temps dans les thrombopénies périphériques. Donc dans les myélodysplasies, je ne sais pas exactement comment ça marche, peut-être parce qu'il y a des myélodysplasies qui ont des parts de cytopénie périphérique, c'est possible, mais en tout cas on sait que certains patients peuvent être répondeurs aux androgènes ou à la disulone, qui est un vieux traitement qu'on disait dans des PTI réfractaires, avec comme seule contre-indication pour les androgènes la néoplasie prostatique ou le déficit en G6PD pour la disulone. Et puis plus intéressant, les facteurs de croissance plaquettaire, hormis le plustine et le thrombopag. Ces facteurs de croissance plaquettaire, ils ont l'AMM dans les purpura thrombogéniques idiopathiques, pas en première ligne, mais dans les lignes suivantes. Il faut savoir que les facteurs de croissance plaquettaire, pour l'instant, sont toujours en cours d'essai protocolaire, parce que ça marche, en fait, ça fait remonter le chiffre de plaquettes, mais il y a quelques études, et pas seulement dans la leucémie myélomonocytaire chronique, où on a montré qu'on pouvait avoir une augmentation du pourcentage de blastes médulaires chez ces patients-là. Ça reste un facteur de croissance qui était réversible à l'arrêt du facteur de croissance plaquettaire, mais c'est pas très rassurant de donner un facteur de croissance à un patient qui a une myélodysplasie de bas risque, qui vous augmentez le nombre de blastes médulaires et si vous le faites passer en myélodysplasie de haut risque. Donc pour l'instant, ça ne devrait se faire que dans le cadre de protocoles, et même si ces molécules à une AMM sont théoriquement disponibles, pas en dehors d'essais. Et puis le traitement de la neutropénie, ça va aller très vite. En général, on ne donne pas de facteur de croissance granulocytaire dans les myélodysplasies, ils sont neutropéniques de façon chronique. En gros, le traitement, en fait, on va utiliser la même attitude thérapeutique que chez les patients neutropéniques après une chimiothérapie, en sachant que dans les SMD, on a à la fois la neutropénie qui s'associe au déficit fonctionnel des polynucléaires neutrophiles, et donc en fait les patients doivent disposer chez eux d'un traitement en type de thérapie large, en fait, à débuter au moindre problème infectieux pour couvrir et limiter le risque d'infection grave. Et alors l'utilisation des facteurs de croissance granulocytaire du GCSF, ça s'est fait pendant un temps, c'est aussi un facteur de croissance, donc ça peut stimuler aussi les blastes de façon globale. Donc en fait c'est très discuté, et vraiment la seule indication, c'est des gens qui ont aussi de bas risque avec peu de blastes circulants, qui font des infections sévères et uniquement pour passer un cap pendant quelques temps et certainement pas sur le long cours. Ça s'est utilisé de temps en temps pour potentialiser l'effet de l'EPO lorsque les gens ne répondent pas à l'EPO, parce qu'on s'est aperçu qu'en rajoutant du GCSF, on pouvait augmenter un petit peu le taux de réponse sur les globules rouges. Bon. On le fait de moins en moins parce que le GCSF, c'est des injections quelquefois 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine dans cette indication-là. Ça commence à faire beaucoup de piqûres. Ça rattrape que 10% des patients qui sont réfractaires au traitement par EPO, donc c'est pas très intéressant. Il y a toujours une petite inquiétude sur les blastes. Donc globalement, pour les syndromes myélodysplasiques de faible risque, soit le patient présente des cytopénies modérées asymptomatiques, hémoglobine plus de 10 grammes, plaquettes plus de 20, polynucléaire neutrophile correct, en fait on va être sur l'abstention thérapeutique et les gens peuvent rester stables pendant des années. Soit les infections répétées graves, pas trop de blast, on pourra faire éventuellement du GCSF encore court, mais presque personne ne le fait. En cas de thrombopénie, on vient d'en parler, donc la plupart des patients ne vont pas avoir besoin de traitement de leur thrombopénie, mais en cas de thrombopénie symptomatique, bien sûr des plaquettes dans l'urgence, mais après discuter, je vais dire remettre les facteurs de croissance plaquettaire androgènes ou autres. En cas de syndrome 5Q-, le lénalidomide, Péros, donc ça c'est une AMM par contre. Et en cas d'anémie symptomatique, on commence par l'EPO, et en cas d'échec de l'EPO, plusieurs options. On peut essayer le lénalidomide, l'azacitidine, mais qui donne de moins bons résultats. Le support tensionnel simple reste une option qui est tout à fait correcte et qu'on choisit chez la plupart des patients. Et après, si on a un protocole ouvert pour tester une nouvelle molécule, ça peut toujours être intéressant. Voilà. Donc le traitement des cytopénies, le traitement des myélodysplasies de bas risque. On va passer des myélodysplasies de haut risque maintenant.
Donc en fait, les produits qui sont disponibles en France et donc le traitement des myélodysplasie de Paris, vous allez voir, ça va tourner beaucoup autour des agents déméthylants. Alors pourquoi? Parce que d'abord l'allogreffe, c'est Yosh qui va en parler, et que ça reste le seul traitement curatif dans les myélodysplasies. Et après, en fait, avant que le Vidaza ou la 5-azacitidine arrive, qu'est-ce qu'on avait comme alternative dans ces myélodysplasies de haut risque? C'est soit les traiter comme des cytopénies de Baris qui attendent qu'ils se transforment, soit leur faire des chimiothérapies lourdes. On faisait à l'époque des chimiothérapies d'induction de leucémie aiguë quand l'âge des patients et l'état général le permettaient. Donc ça s'adressait qu'à une minorité des patients. Donc avant les agents déméthylants, quand les patients avaient des myélodysplasies de haut risque, et tout ce qu'on pouvait faire, c'était prévoir que ça allait mal tourner assez rapidement. Donc en gros, on va parler des agents déméthylants. Chimiothérapie intensive, j'en dirais très peu de choses juste pour comparer au traitement par Vidaza. L'allogreffe c'est fait après. Et juste un petit mot sur les nouvelles molécules. Mais vous allez voir qu'en cas d'échec, les agents déméthylants, malheureusement, peu de choses actuellement. Alors sur quoi repose l'efficacité et l'intérêt des traitements par agents déméthylants? Donc la modification épigénétique, c'est une modification d'expression des gènes qui n'est pas liée à des anomalies de la séquence, il n'y a pas de mutation, etc. Mais en fait, la méthylation d'ADN de certaines régions promoteurs peuvent bloquer la transcription de certains gènes. Et dans les cellules tumorales, de façon globale, dans les cellules cancéreuses et notamment les myélodysplasies, les gènes qui sont hyperméthylés, donc qui sont réprimés, sont des gènes suppresseurs de tumeurs. Et donc en fait, leur inactivation va entraîner une prolifération cellulaire. Et donc, les enzymes qui interviennent dans cette méthylation sont des DNA méthyltransférases et les agents déméthylants sont des molécules qui vont inhiber ces DNA méthyltransférases et donc lever en fait cette répression sur les gènes suppresseurs de tumeurs. Donc il y a deux grandes études en fait qui ont apporté ces lettres de noblesse au traitement par agent déméthylant. Il y a la première étude qui s'appelle, c'était une étude du CLGB. C'était en fait un traitement qui randomisait chez les patients qui avaient des myélodysplasies. Alors là, c'était pas que des myélodysplasies de haut risque, il y avait aussi des myélodysplasies de bas risque, qui randomisait le supportive care, donc voilà, juste pas grand chose, la transfusion, etc. au traitement par azacitidine. L'azacitidine, c'est une molécule qui s'injecte, c'est des injections sous-cutanées qu'il faut faire 7 jours par mois, en général avec un schéma soit 7 jours d'affilée, soit 5 jours, repos 2 jours et 2 jours supplémentaires si on le fait en hôpital de jour. Et ça se fait tous les 28 jours et c'est un traitement qui est poursuivi sur le long terme quand il fonctionne. Donc c'était une étude qui était randomisée et les patients qui progressaient pouvaient être switchés vers le bras azacitidine. Ça a montré en fait sur le terme la réponse globale était de 60% dans le bras azacitidine versus 5% dans le bras sans rien, en gros. Le temps de transformation en leucémie aiguë ou de décès par transformation en leucémie qui était rallongé en fait, dans le bras azacitidine et avec un pourcentage de transformation en leucémie aiguë qui était diminué de moitié dans le bras azacitidine. Donc quelque chose, donc ça c'était ça c'est le pourcentage, la survie, donc un avantage de survie pour le bras azacitidine par rapport au bras supportive care. Et puis beaucoup moins de leucémie aiguë avec voilà, un allongement au temps médian pour arriver à la leucémie aiguë, puisque c'est un peu une évolution qui est assez inéluctable dans les myélodysplasies de haut risque. Ça a montré aussi une amélioration sur la qualité de vie des patients, en dépit des effets secondaires qu'on peut connaître du Vidaza. Une amélioration de la qualité de vie des patients, parce qu'effectivement, pour les patients qui étaient répondeurs, il y a une amélioration nette, puisque les cytopénies peuvent s'améliorer. Et puis on obtenait des patients qui devenaient transfusion indépendants. Chez 9% des patients, réduction des transfusions, et chez 45% des patients qui devenaient transfusion indépendants alors qu'ils étaient transfusion dépendants avant traitement. La deuxième étude, c'est l'étude ASA01 qui avait été coordonnée par Pierre Fenot. Et là, c'était plus intéressant parce que ça comparait l'azacitidine au traitement du choix de l'investigateur. Le choix de l'investigateur, ça pouvait être plein de choses. Ça pouvait être soit support tensionnel seul, transfusion, ça pouvait être chimiothérapie intensive ou ça pouvait être chimiothérapie douce, aracitine à faible dose par voie sous-cutanée, qui était un traitement qu'on faisait avant quand on n'avait pas trop d'autres solutions. Et globalement, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le bras contrôle, l'azacitidine apportait toujours une amélioration en fait en termes de réponse. En termes de survie, sauf dans un groupe, je crois groupe avec chimiothérapie intensive, et la survie globale était améliorée chez les patients qui étaient traités par azacitidine par rapport aux patients des bras contrôle.
La survie médiane, par exemple, quand on compare à l'arastine faible dose, qui était quelque chose qui était en fait notre seul appel, on utilisait ça un petit peu en alternative chez des patients qui n'étaient pas éligibles à la chimiothérapie intensive. Survie médiane passée de 15 à 24 mois entre aracitine faible dose et azacitidine. Des taux de réponse qui sont meilleurs et les taux d'indépendance transfusionnelle qui sont bien entendu meilleurs et d'amélioration hématologique. Amélioration hématologique, ça veut dire remonter de l'hémoglobine ou des plaquettes ou des blancs. Là, c'est hématologique, oui, c'est hématologique improvement, c'est pas les rouges. Les taux d'amélioration hématologique étaient aussi plus importants. Dans le bras supportif care, c'est-à-dire ça, c'était vraiment les gens qui étaient juste transfusés. Même chose, hein, donc une survie médiane qui était allongée, beaucoup plus de réponses, plus d'amélioration hématologique et plus d'indépendance transfusionnelle. Et dans le bras versus chimiothérapie intensive, voilà, c'est ça. Là, il n'y avait pas de différence de survie entre les deux bras. Le taux de rémission complète était moindre dans le bras azacitidine, pour une raison simple, hein, c'est qu'effectivement le mécanisme d'action n'est pas le même et que on peut avoir une amélioration chez les patients traités par Vidaza, même s'il n'y a pas d'amélioration médulaire très importante et notamment pas de rémission complète, on peut avoir une diminution du pourcentage de blast médulaire et que le patient aille mieux et éviter la transformation de leucémie aiguë sans qu'il soit à moins de 5% de blast médulaire et en rémission complète. Il n'y avait pas de différence dans le pourcentage d'amélioration hématologique et dans la dépendance fonctionnelle, mais ça représentait, c'était un tout petit groupe. En fait, il y avait très peu de patients, parce qu'il y avait très peu de patients qui étaient traités par chimiothérapie intensive, donc sur les stades, c'est un petit peu plus délicat. Il y avait voilà, 17 patients dans un groupe et 25 dans l'autre, alors que les autres groupes étaient beaucoup plus importants. Et puis surtout, il faut se rappeler aussi qu'il y a très peu de patients qui sont éligibles à une chimiothérapie intensive en myodysplasie de haut risque. En général, il faut avoir moins de 75 ans et puis être en bon état général. En bref, c'est un bénéfice de survie de ces agents déméthylants par rapport au traitement conventionnel. Ce bénéfice, ça a été regardé, existe quel que soit l'âge. Il y a des études qui ont été faites chez Vidaza, sujets très âgés. C'est des produits, quand les gens sont en forme, enfin, qu'on peut utiliser même après 80 ans, en fait, et même chez les patients les plus âgés. Le bénéfice est le même, quelle que soit la classification, que ce soit les AREPT, les anciennes AREPT, ce qu'on appelle maintenant en fait les leucémies aiguës, ce qui fait que le produit a une AMM dans les leucémies aiguës entre 20 et 30% de blast. Le bénéfice, quelle que soit la cytogénétique, on sait que quand on a une cytogénétique défavorable dans les myélodysplasies, on est beaucoup plus chimio-réfractaire. Ben, ces patients-là, en fait, l'efficacité du Vidaza persiste. Il n'y a pas de différence dans les cytogénétiques défavorables par rapport aux cytogénétiques favorables, alors qu'on a des différences en termes de rémission complète lorsqu'on fait une chimiothérapie intensive à des patients qui ont une cytogénétique défavorable. Donc chez les patients qui ont une cytogénétique défavorable, c'est encore plus intéressant parce qu'effectivement, c'est des patients dont les taux de chance de succès des chimiothérapies intensives sont plus faibles que les autres. La progression à l'AMR est retardée de 12 à 26 mois. Et on obtient un bénéfice dans l'obtention d'une indépendance transfusionnelle. Il faut savoir aussi que la rémission complète, c'est-à-dire la normalisation de la blastose médulaire, n'est pas indispensable à l'hémorragie hématologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent s'améliorer sur le plan érythroïde, c'est-à-dire devenir moins transfusés ou normaliser leur cytopénie sans que le pourcentage de blast médulaire soit inférieur à 5%. On peut avoir des réponses partielles médulaires. Et il faut savoir aussi que la réponse au traitement est lente. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout le mécanisme d'une chimiothérapie. Le traitement prend du temps. C'est-à-dire qu'en fait, à 2 cycles, il n'y a que 50% des patients répondeurs qui ont répondu et 87% à 6 cycles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter le traitement trop tôt. Même si on ne voit pas d'amélioration à 3 cycles, il faut continuer. Il y a des gens qui vont continuer à répondre jusqu'au 6e cycle de traitement, c'est-à-dire 6 mois de traitement. Il faut bien prévenir les gens parce que souvent, quand on commence le traitement par Vidaza, on aggrave un peu les cytopénies parce qu'il y a l'effet hématotoxique du produit et les gens ont souvent l'impression que c'est moins bien qu'au début. Donc, il faut vraiment être patient avec le Vidaza et l'azacitidine et pas l'arrêter trop tôt. Et on sait que chez les patients répondeurs, ça a un impact positif sur la qualité de vie. Chez les non-répondeurs, non, bien sûr. Hein, ils ont à la fois l'impact sur la qualité de vie de la maladie qui est évolutive et de l'azacitidine, mais chez les répondeurs, il y a une amélioration sur la qualité de vie. La gestion pratique des effets secondaires, elle n'est pas trop compliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des effets secondaires surviennent les 2-3 premiers mois, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut être très vigilant et que leur survenue diminue avec le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de toxicité cumulative.
C'est-à-dire que si au bout de 6 mois, un patient n'a pas fait d'effet secondaire au Vidaza, il est peu probable qu'il en fasse après. Il y a des nodules douloureux sur les sites d'injection, donc il faut bien varier les sites. Il y a des précautions sur la façon d'injecter le produit. Il y a des risques infectieux qui sont majorés en fait. Les risques inhérents à la myélodysplasie sont majorés par le traitement par Vidaza, surtout les 3 premiers mois. Donc quand il y a des infections graves, ça survient surtout au début du traitement. Donc il faut faire attention parce que c'est souvent le moment où les patients sont les moins éduqués. Il peut y avoir constipation, nausées, vomissements. On utilise des cétrons en prévention, comme des chimiothérapies, de la fatigue. Et c'est à gérer attentivement pour pouvoir poursuivre le traitement. Dans les protocoles sont ce qu'ils sont. C'est souvent des patients sélectionnés, mais ils avaient moins de 5% d'interruption de traitement. Évidemment, en passant le Vidaza dans la vie de tous les jours, comme on dit chez les patients âgés, on en a probablement un petit peu plus, mais il n'y a quand même pas tant que ça de patients qui arrêtent le traitement, et c'est un traitement qu'on peut faire jusqu'à un âge relativement avancé. Alors, est-ce qu'on peut aussi utiliser le lénaludomide qui a l'air de marcher dans l'anémie des myélodysplasies de Barré, dans les myélodysplasies de haut risque? Est-ce que ça a un intérêt en fait? Alors il faut savoir qu'il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle vraiment le syndrome 5Q- qui lui est l'indication vraiment de choix du traitement par lénaludomide. Il y a ce qu'on appelle les SMD avec 5Q-, c'est des syndromes myélodysplasiques qui ont une anomalie 5Q sur la cytogénétique. C'est un groupe hétérogène. Il y a les vrais syndromes 5Q- qui ont souvent une anomalie isolée. Il y a des syndromes, des myélodysplasies avec 5Q- et une anomalie cytogénétique. Il y a des gens qui ont 5Q- au sein d'un karyotype complexe. En fait, le pronostic de ces patients n'est pas le même. Et on voit les patients qui ont une cytogénétique complexe, ils ont le pronostic de patients de myélodysplasie de haut risque avec une cytogénétique complexe, dont c'est très mauvais. Alors que si on prend le 5Q-, donc sans excès de blast, sans cytogénétique défavorable, qui fait partie des barils, c'est des gens qui ont une survie qui est excellente. Donc le traitement par lénaludomide a essayé dans les myélodysplasies de haut risque lorsqu'il y avait un 5Q-, parce qu'on s'est dit au risque ça n'a d'intérêt que s'il y a un 5Q-, on va voir si ça marche. Et on s'est rendu compte que ça pouvait donner des taux de réponse relativement intéressants lorsque le 5Q- était isolé ou lorsqu'il y avait une anomalie cytogénétique, une anomalie cytogénétique associée. En revanche, dès qu'on passe sur plus d'une anomalie cytogénétique associée au 5Q-, en fait, il n'y a quasiment aucune réponse, même si ça a été fait sur un petit nombre de patients par le GFM, et donc pas d'intérêt à le prescrire dans des myélodysplasies de haut risque, avec cytogénétique complexe. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait comme alternative du coup au traitement par agent d'éthylméthylant? Ce qu'il faut savoir, c'est que la durée du traitement, de l'efficacité du traitement par agent d'éthylméthylant, d'abord, il faut le continuer parce que ça ne marche que tant qu'on le continue, tant qu'on maintient la pression. Donc en fait, la durée en général moyenne de réponse, la durée médiane de réponse au traitement est de 16 mois à peu près, 16 mois à 2 ans à peu près. Et on sait que si on l'arrête, ou si les patients ne répondent pas au Vidaza, le pronostic alors de la myélodysplasie est catastrophique. C'est-à-dire que chez les gens qui ont soit arrêté le traitement par convenance personnelle, par effet secondaire, ou parce qu'ils échappaient au traitement par Vidaza, c'est-à-dire qu'ils s'étaient mis en rémission complète et après ils évoluaient sous traitement, la médiane de survie n'est que de l'ordre de 4 mois. Donc quand quelqu'un est en échec ou en échappant au Vidaza, on sait que le pronostic est catastrophique. Et malheureusement, là, en termes d'AMM, on n'a plus aucun traitement à proposer. Qu'est-ce qui reste comme solution? La chimiothérapie intensive. Enfin, si vous avez fait du Vidaza, c'est que vous ne vouliez peut-être pas faire de la chimiothérapie intensive, et c'est pas très satisfaisant. L'allogreffe, en général, si on pense que le patient est allogreffable, on l'a fait avant qu'il échappe au Vidaza. Donc en gros, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Les tendances actuelles, c'est de se dire que ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'associer le Vidaza à d'autres molécules, éventuellement des thérapies ciblées, des anticorps, etc., pour augmenter la réponse au traitement et la durée de réponse, ou alors de le mettre, si les gens le rajoutaient, si les gens ne répondent pas bien au Vidaza après 6 cycles de traitement. Et donc il y a des pistes. Une des pistes, je dirais, les plus abouties, c'est une molécule qui s'appelle le SGI 110, c'est une prodrogue de la décitabine. Il y avait des résultats de phase 1, B2, je crois, qui avaient été faits aux États-Unis, qui montraient des résultats époustouflants. Dans l'étude de phase 3, c'est un petit peu plus modeste. Donc on a quand même des taux de réponse d'environ 50 à 60% chez les patients qui échappent au traitement par Vidaza, donc c'est pas mal. Et puis, il y a des discussions sur la possibilité d'utiliser des thérapies ciblées, comme des anticorps monoclonaux, notamment anti-CD33, comme on fait dans certaines LAM. Les anti-DH2, ça c'est des thérapies ciblées, ça sous-entend qu'on a recherché des mutations, ce qu'on ne fait pas, en tout cas ce que ne font pas tous les centres en pratique, et puis en sachant que l'inconvénient aussi des traitements ciblés sur des mutations, etc., c'est que
il n'y a pas, c'est pas une pathologie où il y a des mutations récurrentes. Il n'y a pas 60% des patients qui ont telle ou telle mutation. Les mutations d'IDH2, où là on va avoir des thérapies ciblées qui se développent dans les leucémies aiguës, c'est 5 à 10% des myélodysplasies, donc ça représente une minorité. Donc ça, si un jour ça cesse, ce sera des traitements à la carte, ça va commencer à être probablement un peu compliqué. Il y a eu aussi des cas décrits de chimiothérapie avec des produits comme la clofarabine, qui peuvent montrer chez des patients réfractaires au Vidaza des taux de réponse. Alors c'était clofarabine associé à de l'aracitina avec des taux de réponse intéressants, de l'ordre de 50 à 60%, ce qui est pas mal hein, quand on connaît le pronostic de ces patients. En tout cas, ce qui est certain, c'est quand on regarde ce qui se passe chez les patients qui échappent au Vidaza, la survie moyenne c'est 4 mois, et les seuls patients qui vivent un peu plus longtemps, c'est soit les patients vous greffés, soit les patients qui sont inclus dans des essais thérapeutiques pour tester de nouvelles molécules. Tous les autres, chimiothérapie ou traitement juste support tensionnel seul, c'est des patients qui sont tous morts en médiane dans les 4 mois. Donc le traitement des syndromes myélodysplasiques de haut risque, non allogreffable, puisque l'allogreffe reste la seule façon de guérir une myélodysplasie. Soit votre patient il est très âgé, en très mauvais état général, et vous pensez que de toute façon il sera éligible à rien, et donc le traitement est symptomatique. D'ailleurs ces patients-là, quand vous documentez une myélodysplasie, si vous pensez que votre patient ne va rien pouvoir avoir comme traitement, c'est même pas la peine d'aller lui faire une cytogénétique. Hein. Si vous pensez qu'à part de l'EPO, vous pourrez rien lui donner et pas un traitement par Vidaza, pas tellement d'intérêt de faire une cytogénétique chez ce patient, c'est juste pour placer au risque ou bas risque, à part pouvoir lui prédire ce qui va lui arriver, c'est pas très intéressant. Et chez les patients qui sont en bon état général, en première ligne, c'est clairement les agents déméthylants et la 5-azacétidine. Discuter l'allogreffe chez le sujet jeune, mais j'en parle pas plus. Et en cas d'échec, ben voilà, en cas d'échec, on n'a pas grand-chose. La race est une faible dose, le truc, mais ça marche essentiellement chez les gens qui ont des cytogénétiques normales et ça marche très mal. Des chimiothérapies intensives de type LAM, donc bon, il y a des gens qui ont regardé ce qui se passait quand on faisait des chimiothérapies intensives de type LAM après des traitements par Vidaza. C'est pas faramineux, on n'a pas des taux de réponse qui sont corrects, les gens font beaucoup de complications infectieuses ou essayer des nouvelles molécules dans le cadre d'un protocole quand on en dispose, parce qu'il y a eu 2 ou 3 protocoles dans le GFM qui testaient de nouvelles molécules sur lesquels il y a une quinzaine ou une vingtaine de patients qui sont inclus, qui ont donné des résultats négatifs. Il y a des fois où on n'a aucune molécule à tester et c'est plus compliqué. Donc en échec du Vidaza, on est un petit peu malheureux et comme ça me permet de passer la parole à Yosh qui va vous expliquer comment on peut les sauver, ces patients-là.